Et des fois, ça vous arrive pas de trop réfléchir, de trop penser? Tu te poses un tas de questions, l'existence, notre but sur Terre, etc. Je vous jure, parfois je pense beaucoup trop. Ouais. Beaucoup, mais vraiment beaucoup trop. Mais une chose est sûre, c'est que malgré toutes ces questions, mélangées parfois à des peines et des tristesses, j'ai envie de dire Alhamdulillah, tout simplement. Alhamdulillah. On le dit jamais assez, mais je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Qu'on puisse partager un moment ensemble et découvrir plein de nouvelles choses. Des choses pas forcément joyeuses, je l'avoue, mais au moins on est ensemble. Eh bien, salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. On se retrouve pour parler d'une affaire complètement folle aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai quelque chose à vous dire. Vous savez ce que j'aime par-dessus tout sur YouTube, c'est de partager et de créer du contenu ensemble. En ce moment, je suis à la recherche de passionnés de True Crime pour l'écriture de futures affaires sur la chaîne. Et plus particulièrement d'affaires inédites et inconnues du grand public. Donc n'hésitez pas, pour tous ceux qui voudraient contribuer à l'avenir de la chaîne, envoyez-moi un message sur mon Instagram Mogotasama et on pourra voir ça ensemble. Puis vous savez, j'aime énormément échanger et partager avec la communauté. Donc de se dire qu'ensemble on va construire la chaîne avec tout un tas de nouveaux sujets, je trouve ça magnifique. Enfin bref, sans plus attendre, je vais vous demander d'éteindre votre lumière, de vous installer tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. S'il y a bien un truc qui est à la fois merveilleux et un peu flippant, c'est de tomber amoureux. Pourquoi flippant, vous allez me dire? Eh bien écoutez attentivement. Simplement parce que pour beaucoup, quand vous tombez follement amoureux de quelqu'un, on ne vous reconnaît plus. On va pas se mentir, on a tous connu une personne qui dans cet état est méconnaissable. L'amour rend certes très heureux, mais pour beaucoup, on est touché par cette fameuse phrase que vous connaissez bien. Vous savez, l'amour rend aveugle, et quand on regarde bien, c'est pas forcément faux. L'amour, soit c'est incroyable à vivre, soit c'est un putain de cauchemar. Si je vous dis tout ça, c'est parce que l'affaire qui va suivre, on a l'exemple parfait d'un amour qui devient rapidement très toxique. Et suite à ça, on va faire face à tout un tas de dérives. Sans plus attendre, on se plonge dans l'histoire de Benjamin et Erika. Let's begin. Erika Ellen Grace est née en 1978 à Roaring Spring en Pennsylvanie. Elle est née de Charlotte et Gerald Grace. Elle est fille unique et toute son enfance, ses parents veillent qu'elle ne manque de rien. Son père Gerald est directeur d'une entreprise de construction et cette activité lui rapporte beaucoup d'argent. Au lycée, Erika se révèle être une joueuse talentueuse de basket, à tel point que ses parents décident de lui aménager un terrain intérieur avec un panier. Comme ça lui permettra de s'entraîner directement à la maison. Ah oui, plutôt sympathique ses parents, mais entre nous, quoi de mieux que de faire plaisir à ses enfants? Y a rien de plus beau. Même limite à les gâter un tout petit peu trop, ça va, y a pas mort d'homme. Bref, en plus, les notes d'Erika sont également très bonnes, ce qui lui attribue régulièrement la distinction du tableau d'honneur. En 1996, elle obtient son baccalauréat et continue ses études à l'université Mary Washington à Fredericksburg en Virginie. Et en plus de ça, elle va aussi obtenir une bourse d'athlétisme. Durant 2 années, Erika excelle. Autour d'elle, ses proches la voient comme une jeune fille qui ira loin, très loin. Pour eux, elle avait toutes les clés en main pour se hisser vers la réussite financière et sociale. Ses compétences, son sourire et son caractère bienveillant sont appréciés de tout le monde. Bref, à première vue, c'est une étudiante épanouie. Mais en réalité, comme beaucoup, Erika a des fragilités. Des fragilités qui se situent dans la confiance qu'elle s'accorde à elle-même. C'est une partie de sa personnalité qui peut lui faire défaut et qui l'amène à être facilement influencée par les personnalités un peu plus imposantes qui l'entourent. Et c'est en partie à cause de ça qu'Erika se met beaucoup de pression dans sa vie quotidienne. Par exemple, à la maison sur son terrain de basket, elle peut parfois s'obliger à mettre 10 lancers francs pour pouvoir s'autoriser à aller dîner. Son père l'encourage dans cette démarche, l'imaginant déjà basketteuse professionnelle dans sa vie future. Je vous avoue qu'avec ces informations à ce stade, je suis un peu mitigé. J'ai l'impression que ses parents vivent énormément par procuration. Ça pourrait lui provoquer l'effet inverse, une pression énorme et faire tout le contraire de la réussite. Et ça, je trouve que c'est un problème qu'on voit assez souvent. Des parents qui à tout prix, qui veulent que leur enfant devienne comme ça, carré. Mon fils, tu deviendras ingénieur, ou mon fils, tu deviendras footballeur.
Calmez-vous, laissez-le vivre le pauvre. Bref, on se comprend, c'est jamais trop bon de mettre autant de pression sur son enfant. En 1998, par l'intermédiaire d'amis communs, Erika fait la rencontre d'un garçon dans un bar de sa ville. Il s'appelle Benjamin Seyfried et il a 20 ans comme elle. Il est originaire d'Esterville dans l'Iowa. C'est un jeune homme très sportif, souriant et attrayant. Il a été nageur de compétition durant ses années de lycée. Le sport de haut niveau, c'est un point qu'ils ont en commun. Rapidement, ils se font la cour et s'échangent des regards expressifs. Et au fur et à mesure, elle finit par tomber sous son charme. Quelques semaines passent et alors qu'elle continue ses études, Erika est dans une relation de couple. Elle est avec son nouveau copain qu'elle aime et elle passe beaucoup de temps avec lui. À l'université, elle excelle, que ce soit en athlétisme ou en éducation. Elle devient passionnée de scrapbooking. Eh bien, le scrapbooking, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Je vais vous expliquer. C'est une méthode de présentation et de conservation des souvenirs, sous forme de petits livres imagés dans lesquels on peut retrouver des photos découpées et collées avec des notes et des dessins. Erika en fait beaucoup, notamment sur le thème de ses études et sur ses sorties avec Benjamin. Un jour, de façon très inattendue, il lui demande si elle serait d'accord de se marier avec lui. Ça ne fait que quelques semaines qu'ils sont ensemble et la demande semble très précipitée. Erika hésite et voyant son silence, Benjamin lui réitère sa proposition, comme dans une sorte de défi, et il lui dit « Pourquoi tu ne m'épouserais pas, dis-moi » C'était son caractère relativement affirmé. Quand on regardait bien, il était presque un peu manipulateur du point de vue d'Erika. En tout cas, il était profondément provocateur et imposant. C'est d'ailleurs ce qui lui vaudra d'être renvoyé du corps militaire, quelque temps après cette demande de mariage impulsive. Benjamin faisait pourtant partie des meilleurs éléments de son unité, mais il a soudainement développé une certaine rancune envers l'autorité. Il s'est mis à défier ses supérieurs et à s'absenter quand il le voulait. Ses performances ont également décliné. Associé à tout ça, un autre détail allait finir par le discréditer aux yeux de ses camarades et instructeurs. Quelque chose de très déstabilisant. Le jeune homme s'est fait un tatouage. Et pas n'importe lequel, une énorme svastika. Et allez hop, je mets un flou énorme sur ce symbole que vous connaissez tous. Il avait ce symbole arboré à l'encre noire épais sur tout son pectoral gauche, du côté du cœur. Ça ressemblait trait pour trait à celle présente sur le torse de l'acteur Edward Norton, dans le célèbre film American History X, sorti justement en 1998. Ici, peut-être que Benjamin s'en est inspiré, mais ça, on ne le saura jamais. Quant à Erika, elle finit par accepter la demande de Benjamin, au grand étonnement de ses proches. Sa croix gammée, elle s'en foutait complètement. Et même, elle décide de faire un tatouage pour lui faire plaisir. Franchement, on peut dire qu'il est bien tombé, parce que réagir comme ça, c'est plutôt très rare. Perso, à sa place, comme toute personne lucide, je lui aurais dit bye bye. Et toi, tu te barres. Je ne veux pas d'un homme avec des idées aussi sombres et avec une idéologie aussi macabre. Loin de nous, microbe. Dans des déclarations qu'elle fera beaucoup plus tard, elle dira que son mari était un raciste, dont les idées s'alignaient à peu près avec celles d'Hitler. Ok, bah ça commence très bien tout ça. Bravo. On fait face à un homme détestable, raciste et manipulateur. Et malgré ça, Erika est séduite. Je pense qu'on peut le dire, elle est tombée sous le charme d'une petite merde. Et tout ça n'annonce rien de bon pour l'avenir. La décision d'officialiser leur relation était un immense bonheur pour Erika à ce moment-là. À leur mariage, ils décidèrent de n'inviter personne, ni parents, ni proches. On ne sait pas si la décision vient d'un commun accord ou si elle a été préférée par l'un d'entre eux. À ce moment précis, les parents d'Erika n'étaient pas très ravis de cette nouvelle. Mais lorsqu'ils ont enfin rencontré leur gendre et son charmant tatouage, ce fut la petite cerise sur le gâteau. Et tu m'étonnes, en tant que parent, je vous le dis tout de suite, je l'aurais viré directement de chez moi. J'ai pas envie de mentir, tu me ramènes un mec pareil, mais jamais de la vie. Bref, leur instinct de parents leur déconseillait de laisser leur fille côtoyer cet homme. Mais son choix était fait. C'était dorénavant une grande fille, et personne ne lui dicterait sa conduite. Au moment de sa rencontre avec ses beaux-parents, Benjamin avait choisi de se faire passer pour un homme bon sous tous les aspects. La tentative fut un échec, mais avait tout de même eu son petit effet. Les parents d'Erika étaient loin de se douter qu'il allait être bien plus qu'un garçon peu fréquentable pour leur fille unique. Environ une année après leur mariage, Benjamin, manifestement quelque peu dérangé, se serait posé une question. Cette question, c'est la suivante. Jusqu'où ma femme irait-elle pour me prouver son amour? Alors là, il lui demande de tomber enceinte, ce qu'elle accepte. 4 mois plus tard, Erika a le ventre bien gonflé. Benjamin est satisfait. Sa femme est vraiment tombée enceinte pour lui. Elle l'aime vraiment. Le seul problème, c'est qu'il n'a jamais voulu d'enfant. Un jour, à l'improviste, il se met face à elle et déclare « Maintenant, tu vas te faire avorter, sinon je m'en occupe moi-même. » Erika est sous le choc. Cette phrase va la marquer pendant un long moment et elle le racontera plus tard aux autorités. Mais le pire, c'est qu'elle accepte à nouveau la demande et met fin à sa grossesse. Une fois terminée, Benjamin lui dit tout simplement « Je n'ai jamais voulu d'enfant.
Je voulais juste savoir jusqu'où tu irais pour moi. Là, on commence à voir de plus en plus son vrai visage. Benjamin est très sombre. Comme il sait qu'Erika est très amoureuse de lui, il exerce une forte pression. C'est comme s'il avait les pleins pouvoirs, et elle malheureusement, même si elle est choquée, elle cède et elle finit par faire tout ce qu'il dit. Au mois de mai de l'année 2000, Erika obtient son diplôme en histoire. Après ça, au début de l'année 2001, le couple décide de partir ensemble. Ils veulent emménager dans la ville d'Altona, en Pennsylvanie, à quelques kilomètres du lieu où Erika a grandi. Là-bas, ils s'associent pour lancer leur propre entreprise. Ils ouvrent une boutique de scrapbooking qu'ils vont nommer Memory Lane. L'idée, c'est de collecter les souvenirs que les clients leur ramènent, pour ensuite en faire de jolies compositions dans un album. Mais les Seyfried gagnent peu d'argent avec cette activité. Alors à côté de ça, ils développent un passe-temps lucratif. Régulièrement, ils se mettent à dévaliser des magasins. Ils attendent l'heure de fermeture le soir, puis ils s'introduisent dans des restaurants ou des boutiques. Là, ils volent des marchandises pour ensuite les revendre sur le site d'occasion eBay. Le système fonctionne assez bien et ça leur permet de boucler les fins de mois. En plus de ça, ils découvrent que ça leur procure beaucoup d'excitation. L'interdit, le fait de ne pas se faire attraper. Alors ils décident de continuer. L'endroit dans lequel ils aiment le plus se rendre la nuit pour se servir, c'est la chaîne de restaurants Hooters. À force d'y aller, Erika développe même un nouveau hobby à côté du scrapbooking. La collection des produits dérivés provenant de cette enseigne. Débardeurs, tasses, autocollants. Au fur et à mesure des cambriolages, le couple commence à en posséder un certain nombre. Attendez, à quel moment c'est excitant de voler une tasse de thé et des autocollants? What the fuck? Tout ça pour ça? T'imagines toi la crédibilité des voleurs après ça? Ouais mon ami, l'autre fois j'étais à San Francisco et j'ai cambriolé un magasin d'électronique pour voler toutes les piles alcalin. Et tu sais pourquoi? Ça m'a fait penser à Alcatraz. Alcalin, Alcatraz, tu vois le rapprochement? Oh mon dieu, Mogo, ferme ta bouche et continue cette histoire parce que t'es complètement marteau. Tu vas la fermer avec tes bêtises? Ok, c'est bon, je continue. Et de toute façon, on peut plus rien dire. Alcalin, Alcatraz, c'était marrant, je trouve. Bon, j'avoue, c'était de la merde. Bon, je continue. Et je suis vraiment un fou. Quand je dis des trucs comme ça, faut m'arrêter, bordel. Bref, j'arrête mes conneries. Durant environ 1 année et demie, le couple continue ses petits méfaits sans jamais se faire prendre en toute impunité. Il banalise le vol, se fantasmant une vie à la Bonnie and Clyde. Et je rajouterais même Bonnie and Clyde version Wish. Parce que voler des autocollants, voilà quoi. Erika l'écrira d'ailleurs en grosses lettres sur l'un de ses scrapbooks personnels un peu plus tard. Mais petit à petit, le couple se met lentement à dériver vers quelque chose de plus sombre. Erika, soucieuse d'impressionner son mari, se met à consommer des stupéfiants et à boire beaucoup d'alcool. Un jour, elle décide d'acheter des serpents pour les garder comme animaux de compagnie, s'octroyant le titre d'éleveuse d'animaux exotiques. Elle aurait même donné à l'un d'eux le nom d'Hitler pour faire plaisir à Benjamin. Ben voyons, les proches d'Erika ne reconnaissaient plus celle qu'ils ont connue. Elle est passée d'une jeune fille excellente, sportive et sage à une personne délinquante au comportement excessif. Certains soupçonnent sa relation avec Benjamin comme responsable de ce nouveau visage. Plus jeune, Erika était influençable, et peut-être qu'aujourd'hui, elle l'est toujours. À côté de ça, la jeune femme fait régulièrement des crises d'anxiété, ce qui l'oblige à prendre des pilules de Xanax et de Paxil, qui sont des médicaments relativement puissants. Au fil des mois, le couple cherche un nouveau moyen de faire vibrer leur relation. Ils commencent lentement à s'ennuyer et à s'enfoncer dans une routine. Le sexe, la drogue, les cambriolages ne suffisent plus à générer de la dopamine. Ils ont besoin d'autre chose, de quelque chose de plus risqué, de plus excitant. Fin mai 2002, c'est le Memorial Day aux États-Unis, un hommage aux soldats tombés pour la nation. À cette occasion, le lundi est rendu férié, donc un gros week-end de 3 jours. Comme chaque année, des millions d'Américains décident de prendre la route et de rendre visite à leur famille ou de voyager. Pour Erika et Benjamin Seyfried, qui ont maintenant 24 ans, c'est l'opportunité de faire un premier vrai voyage ensemble. Ils choisissent comme destination Ocean City dans l'état du Maryland. Ils veulent y rester quelques jours. Ils louent un appartement dans un luxueux immeuble de la ville. L'appartement avait une vue imprenable sur l'océan Atlantique. Il était juste magnifique. Avant de partir, ils planifient évidemment une série de cambriolages dans de nouveaux Hooters qu'ils n'ont pas encore visités. Pour eux, le séjour s'annonce parfait. Le 25 mai 2002 au soir, les voici arrivés sur place. L'appartement est très beau et dispose d'un jacuzzi personnel. Les Seyfried décident d'en profiter plus tard et de faire une virée en ville. Ils repèrent un bar dansant, le Secrets.
Ils se préparent pour s'y rendre, puis descendent à l'arrêt de bus. Le bus est là et le couple monte, mais au moment de payer, Benjamin et Erika se rendent compte qu'ils n'ont pas assez d'argent pour le trajet. Heureusement, derrière eux, un autre couple est présent. Ils sont sympathiques et ils proposent de payer pour eux. Les Seyfried acceptent et sont très reconnaissants pour ce geste. Tout de suite, la conversation s'engage. Le fameux couple s'appelle Joshua Ford, 32 ans, et Martha Crutchley, 51 ans. Ils sont en couple depuis 1 an et sont originaires de Fairfax dans l'état de Virginie. Elle est courtier en assurance et lui est banquier. Et ça faisait longtemps qu'ils attendaient de pouvoir se détendre après plusieurs mois de travail intensif. Ce soir, ils projettent de se rendre également au centre d'Ocean City. Ils voulaient dîner puis boire des coups et faire la fête. Ils ne se dirigent pas vers un endroit en particulier, le but étant de se laisser porter au hasard vers des rencontres nocturnes. C'est alors que tout naturellement, Benjamin et Erika leur suggèrent de les rejoindre aux Secrets. Là-bas, il y a l'air d'avoir du monde et il reste ouvert très tard dans la nuit. Et ainsi, ils pourront leur payer un verre pour les remercier du ticket de bus. Étant donné que la discussion est très agréable, le couple accepte. Un peu plus tard, Joshua, Martha, Erika et Benjamin se retrouvent alors dans la fameuse boîte de nuit. Ils y passent toute la soirée, boivent pas mal d'alcool, dansent jusqu'à avoir mal aux pieds. Ils se découvrent un peu plus les uns les autres et une complicité se crée. Vers 2h du matin, le bar commence à fermer ses portes. Là, une foule va reprendre le bus pour rentrer chez elle. Mais les nouveaux amis, eux, ne veulent pas se quitter tout de suite. Ils passent une très bonne soirée et ils ne se voient pas la terminer maintenant. Alors les Seyfried leur proposent de venir faire un petit after détente chez eux dans leur location de luxe. Il y aura encore de quoi boire et ils pourront siroter des verres dans leur petit jacuzzi. Autant vous dire qu'ils allaient se mettre très bien les fourbes. Bref, la fête ne fait que commencer. Arrivés sur place, ils entrent tous dans l'appartement. Erika et Benjamin leur offrent un verre alors qu'ils s'installent tous dans le jacuzzi extérieur. Les deux couples discutent, rient ensemble, bref, la bonne ambiance. Mais tout d'un coup, Erika sort du bain pour entrer avec vivacité dans l'appartement. Quelques instants après, Benjamin lui demande si tout va bien. Erika se met alors à parler très fort et elle dit « Mon sac, je ne retrouve plus mon sac !» Benjamin sort de la piscine pour la rejoindre et il lui demande où elle a bien pu le mettre. Joshua et Martha, eux, se regardent avec interrogation. Ils sortent à leur tour de l'eau pour les aider à chercher. Erika affiche une mine très inquiète et elle continue. « Il y avait mon porte-monnaie dedans, c'est très important, pourtant il était là !» Effectivement, il était là. Et la vérité, c'est qu'il était toujours là. Mais Erika l'a intentionnellement caché pour que personne ne le voie. Devant l'état de panique simulé de sa femme, Benjamin comprend ce qu'il doit faire. Il se dirige vers son sac et en ressort un revolver 357 Magnum. Maintenant, il le pointe sur Joshua et Martha en leur hurlant de rendre le sac de sa femme. Le couple ne bouge plus et ne comprend sûrement plus rien à ce qui est en train de se passer. Il y a à peine 20 secondes, ils riaient et partageaient un verre ensemble. Et tout d'un coup, leur invité a changé de visage. Alors que Benjamin continue de les viser, Erika décide d'appeler la police pour rendre la scène encore plus crédible. Au téléphone, elle tombe sur une opératrice. 911, veuillez décrire votre problème. Il y a des gens que je ne connais pas chez moi et je ne retrouve plus mon sac. J'ai peur que ce soit des voleurs. L'opératrice met alors Erika en relation avec la police. Mais au moment d'expliquer le problème, la jeune femme de 24 ans raccroche soudainement pour ne pas aller trop loin. Il ne faut pas que la police vienne ici, surtout pas après ce qui va se passer. Dans un élan de courage et profitant d'un remue-ménage, Joshua attrape Martha pour entrer dans la salle de bain. Il s'y enferme et se recroqueville, l'angoisse est à son paroxysme. Il voit bien que Benjamin est instable, prêt à tirer à la moindre pulsion. Ce n'était pas qu'une histoire de sac, ces gens sont fous alliés. Et effectivement, c'est bien plus que ça, car le couple Seyfried jubile. Ils attendaient tellement de ressentir ce frisson, cette excitation. Lancés dans ce jeu macabre, ils ne veulent plus arrêter. Ils s'amusent avec leurs victimes, tels des chats avec leurs souris. Sur la terrasse, il y a une vitre qui donne directement sur la salle de bain. Erika essaie de se rapprocher le plus possible, pour indiquer à Benjamin placé derrière la porte de quelle façon il doit viser avec son arme. Puis au signal de sa femme, il appuie sur la détente. La balle traverse la porte pour aller se loger directement dans la tête de Joshua. Martha se met à hurler, les murs sont maculés de sang. Benjamin donne des coups de pied à la porte, puis la défonce. En pénétrant à l'intérieur, il tombe sur le cadavre de Joshua. Et juste à côté, il voit près de lui Martha en train d'essayer tant bien que mal de se cacher sous le petit lavabo. Elle sera elle aussi tuée. Et l'enquête révélera plus tard que c'est peut-être dû à un coup de couteau. Joshua et Martha viennent d'être assassinés sauvagement, et ce pour aucune raison. Après ce massacre, Erika et son mari cherchent à dissimuler les corps. C'est un week-end de fête et il y a plus de 100 000 visiteurs dans toute la ville. Ils n'ont pas le choix. Pour les transporter plus facilement et discrètement, ils décident de les démembrer. Ensuite, avec leur voiture, ils se rendent hors de la ville pour se débarrasser des restes dans des bacs à ordures. Alors au début, je disais que l'amour rend aveugle, etc. et que peut-être qu'elle a été
été manipulé. Au bout d'un moment, là, c'est vraiment trop. Face à toutes ces horreurs, le comportement d'Erika, là, c'était plus possible. Il n'y a plus aucun doute, on fait face à deux monstres sans cœur. Ils viennent de tuer un pauvre couple sans aucune raison, juste pour le plaisir. C'est là qu'on voit à quel point leur folie n'avait plus aucune limite. Ils sont tous les deux responsables. Jusqu'à aller les démembrer pour les jeter à la poubelle. C'est juste horrible. Bref, le lendemain, le couple reprend ses vacances comme si rien ne s'était passé. Ils vont au mini-golf, à la plage, et ils prennent beaucoup de selfies avec de larges sourires. Si nous n'étions pas au courant de tout ce qui venait de se passer il y a à peine quelques heures, la vision de ce couple amoureux pourrait presque nous arracher un sentiment de sympathie. Mais Erika et Benjamin ont franchi une limite. Rien ne sera plus jamais comme avant maintenant. La nuit dernière, ils se sont officiellement transformés en dangereux criminels psychopathes, complètement dépourvus d'une quelconque empathie. Le cocktail de dopamine a été extrêmement puissant la nuit dernière. Ils se sentent maintenant flottants comme dans un petit nuage. Ce même jour, ils décident d'acheter de quoi faire des réparations dans l'appartement. Il y a 2 trous dans la salle de bain à cause des tirs. Il y a encore des traces de sang et une porte complètement défoncée. À la vendeuse du magasin de bricolage, Erika dira les choses suivantes. Vous me croyez si je vous dis que c'est tout ce qui reste de ma porte de salle de bain? Ah oui, ça devait être une sacrée fête, madame. Erika se met à rire et répond. Oui, c'était une sacrée fête, ça vous pouvez le dire. À l'appartement, ils font quelques raccommodages, mais laissent les choses traîner, tant que ça ne se voit pas plus que ça. Après tout, ils ont prévu de rester près de 2 semaines dans cet appartement. Ils auront bien le temps de s'en occuper. Pendant ce temps, à Fairfax, on constate au travail l'absence de Joshua et sa compagne. D'habitude, Martha ne manque jamais un seul jour de travail sans donner un motif au préalable, et ses collègues sont inquiets. Le 28 mai, il contacte la police de Fairfax qui se met en relation avec celle d'Ocean City. La voiture de Martha est retrouvée devant son appartement de location. Lorsque la police pénètre à l'intérieur, elle découvre ses affaires laissées comme si elle venait de quitter les lieux. Une recherche est alors engagée. Le 29 mai au soir, les Seyfried veulent retourner à la fête en ville. Ils sortent cette fois-ci avec leur voiture et boivent jusqu'à en être ivres tous les deux. Puis au fil de la nuit, ils rencontrent 2 personnes, Todd et Melissa. Ils sympathisent et au moment de rentrer, ni Benjamin ni Erika sont en état de conduire. Alors Melissa leur propose de les ramener jusqu'à chez eux, ce qu'ils acceptent. Une fois sur place, et après que Melissa ait aidé Erika à arriver jusqu'à l'appartement, le couple Seyfried fait visiter les lieux à ses nouveaux amis. C'est là que Melissa remarque la porte défoncée et les trous de balles dans la salle de bain. Sur le moment, elle ne semble pas se poser plus de questions que ça. Ils étaient alcoolisés, l'ambiance est légère. C'était un retour de soirée. Mais tout d'un coup, l'ambiance prend un autre tournant. Erika affirme qu'elle ne retrouve plus son sac à main et que dedans, il y a une bague très chère qui appartenait à sa grand-mère. Melissa et Todd se regardent et Erika les fixe maintenant d'un air menaçant et suspicieux. Ils doivent le chercher et le trouver. Sinon, c'est Benjamin qui s'occupera d'eux. Benjamin qui a déjà son arme à la main. Le jeu mortel vient de commencer et les 2 invités du couple commencent à chercher. Ils étaient stressés par ce changement brutal de circonstances. Pendant qu'ils regardaient partout, Benjamin leur dit « Il y a des gens qui ont déjà essayé de nous arnaquer, nous voler, ils ont été tués. Si vous essayez vous aussi, je vous ferai subir le même sort qu'eux. Je rends justice au monde en débarrassant de la terre des mauvaises personnes. » Pendant près de 10 minutes, Todd et Melissa cherchent le sac à main. Et ils cherchent tellement dans tous les coins qu'ils finissent par retrouver la cachette, au grand désarroi d'Erika et Benjamin. Du coup, d'une façon assez surprenante, les Seyfried décident de ne pas les attaquer, comme s'il n'y avait plus de raison légitime à leurs yeux, comme si les règles du jeu avaient été sabotées. En tout cas, Melissa et Todd trouvent désormais le couple extrêmement bizarre, et même plus que ça, potentiellement dangereux. L'arme, les menaces, la salle de bain avec ses trous significatifs, peut-être que quelqu'un a réellement été tué ici. Bientôt, Melissa et son ami arrivent à s'extraire de l'appartement, prétextant vouloir se reposer. Benjamin et Erika sont ivres et n'ont peut-être pas fait attention au déroulement de la soirée. Ils n'ont pas l'air de se rendre compte que ce soir-là, quelque chose aurait pu les mettre dans une position délicate. 5 jours après les assassinats, dans la nuit du 31 mai 2002, une alarme silencieuse sonne à la 122e rue à Ocean City. Elle provient d'un restaurant Hooters. La police se rend tout de suite sur les lieux et tombe face à 2 personnes les bras chargés de marchandises. Les 2 voleurs étaient en train de se diriger vers leur voiture. Eh bien, elles sont directement arrêtées, menottées et fouillées sur place. D'après leur carte d'identité, il s'agit de Benjamin et Erika Seyfried, et ils sont chacun armés d'un pistolet. À première vue, ce sont des cambrioleurs, mais très vite, la police remarque quelque chose d'autre. Erika n'a pas qu'une seule carte d'identité dans son sac, mais 3 en tout. La sienne est celle de Martha Crutchley et Joshua Ford. Les agents font directement le lien avec l'avis de recherche qu'ils avaient mis en place quelques jours auparavant. Dans la même poche où les cartes sont retrouvées, se trouvent également des douilles de revolver. Première chose à faire, se rendre à la location des Seyfried pour voir si le couple disparu ne s'y trouve pas. Une fois sur les lieux, tout est découvert.
les traces de sang restantes sur les murs, les trous de balles dans la salle de bain, ainsi que la porte défoncée. Il y a également une photo de Sifrit avec Martha et Joshua quelques heures avant le drame. Ils y trouvent aussi la clé de leur appartement de location, ainsi que de la peinture fraîche et du plâtre. Tout est photographié et emporté en pièces à conviction. Au cours de leurs différents interrogatoires, Erica et Benjamin avaient tendance à s'accuser l'un et l'autre. Ils se rejetaient la faute comme des enfants, comme quoi c'était l'autre qui avait commandité et exécuté la grande partie des crimes dont ils étaient accusés. Ainsi, il fut très difficile pour les enquêteurs de reconstituer avec exactitude la chronologie des faits. C'était très compliqué de savoir le rôle que chacun a joué dans ces soirées meurtrières. Mais finalement, après une enquête de près d'1 an et l'aide de certains témoignages comme ceux de Melissa et Todd, la police finit enfin par officiellement mettre la lumière sur cette affaire. Les restes des corps sont retrouvés par les détectives sur les aveux d'Erica. La police a réussi à la convaincre de parler en lui promettant que si elle disait toute la vérité, elle pourrait éventuellement échapper à la peine de mort. Maintenant, il est temps pour ces deux criminels d'être condamnés et de répondre de leurs actes. Le 31 mars 2003, le procès de Benjamin Sifrit s'ouvre. Après avoir délibéré pendant près de 14 heures sur 2 jours, le jury le déclare coupable de meurtre au 2e degré à l'égard de Martha. Le 2e degré signifie qu'il est considéré comme non prémédité mais intentionnel. En ce qui concerne Joshua, il a finalement été acquitté de toute accusation de meurtre, à la grande consternation du juge en charge de l'affaire, Paul Weinstein. Mais il devait se soumettre à leur jugement. Et je vous avoue que moi aussi je suis surpris. Il est coupable d'un meurtre sur 2, ça paraît improbable. En entendant le verdict, le frère de Joshua, Mark, était furieux. Et tu m'étonnes. Il déclare aux médias être totalement dégoûté par le verdict et qu'il aurait voulu que Benjamin Sifrit meure en prison. Benjamin a tout de même été reconnu coupable d'avoir été complice de meurtre pour avoir démembré les corps et les avoir jetés à la poubelle. Pour le verdict final, le juge Weinstein l'a condamné à 38 ans de prison ferme, incluant 30 ans pour l'agression et le meurtre de Martha, 5 ans pour complicité de meurtre et 3 ans supplémentaires pour le cambriolage avec port d'armes du restaurant Hooters. Et heureusement qu'il a été condamné à toutes ces années de prison. En tout cas, heureusement, on ne peut pas laisser en liberté des gens comme ça, c'est juste impensable. Lors du délibéré, le juge Weinstein dira ces quelques mots. Ce n'était rien de plus qu'un meurtre de sensation forte que vous et votre femme avez commis. Vous êtes un boucher. Vous avez assassiné ces gens sans raison valable. Je sais que sans le travail magistral que vos avocats ont fait dans cette affaire, vous auriez probablement écopé d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Mais le jury s'est exprimé et je suis lié par ce que le jury a dit dans cette affaire. C'est l'un des rares cas en 20 ans où je ne suis pas d'accord avec son verdict. Benjamin serait admissible à la libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine. Le juge Paul Weinstein est si contrarié par la peine de Benjamin qu'il ajoutera une note à son dossier. Si je suis encore en vie lorsqu'il demandera sa liberté conditionnelle, j'aimerais en être avisé afin de m'y opposer. Le procès d'Erica, quant à lui, ne commence que 2 mois plus tard, le 2 juin 2003. Elle est alors accusée du double meurtre de Martha et Joshua. Le 11 juin, la jeune femme de 25 ans a été condamnée à la prison à vie et plus 20 ans supplémentaires. En mars 2010, Benjamin a demandé de divorcer d'Erica, ce qui lui a été accordé en août de la même année. Les deux Sifrit ont fait appel de nombreuses fois, mais ça a toujours échoué. Erica Sifrit sera admissible à la libération conditionnelle en 2024 et son mari en 2021. Benjamin Sifrit purge actuellement une peine de 38 ans à l'établissement correctionnel North Branch. Concernant Erica, elle poursuit sa peine d'emprisonnement à perpétuité. Ainsi se termine l'affaire de Benjamin et Erica Sifrit. Ce qui me perturbe le plus avec cette affaire, c'est ce couple. Imagine tu les croises dans la rue. Jamais tu t'imaginerais qu'ils sont complètement barjots. C'est effrayant ce que je vais dire, mais perso c'est ce genre d'histoire qui pourrait me faire devenir parano. Ça se trouve tous les jours on va se balader et là t'as un couple tout mignon qui te dit bonjour. Mais ce que tu sais pas, c'est que ce putain de couple, quand ils vont rentrer chez eux juste après, ils vont pas se poser devant Netflix, non. Dans l'une de leurs pièces t'as un mec ligoté qu'ils sont en train de torturer pour leur simple plaisir. Mogo, calme-toi, bon sang, t'es complètement marteau. Et avec les histoires qu'on découvre, tout est possible maintenant. Bon, j'avoue, j'abuse un petit peu, mais c'est pour vous dire à quel point ça fait peur. Bref, cette affaire est terminée et j'attends vos avis la concernant dans les commentaires. Pourquoi, selon vous, il y a eu de tels agissements ? Des problèmes psychologiques peut-être ? Ou rien à voir, juste des tueurs en série qui voulaient simplement s'amuser. En tout cas, j'attends vos avis avec impatience. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de votre famille et prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine, c'était Mogota.